Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à la culture dans vos territoires, dans vos villes, près de chez vous. Cette semaine, bienvenue dans un monde de bulles. On va évoquer la bande dessinée, toutes les nouveautés de cette rentrée 2015. On va aller en Belgique, en Bretagne et en Suisse. Salut Zeb, tu vas bien? Salut, ça va, merci. Bon, on n'est pas en Suisse, hein. Oh, il y a peut-être des parcs comme ça en Suisse quand même. Un peu, c'est plus petit. Voilà, c'est tout petit, c'est comme la Suisse. On est à Paris avec Zep, on va parler de cette grande nouveauté de la rentrée. C'est évidemment le 14e tome de Titeuf. Zep, ça va? 14, c'est l'adolescence, quoi. C'est l'adolescence, ouais. L'album s'appelle Bienvenue en adolescence d'ailleurs, donc on y est cette fois. Voilà, donc on va l'évoquer dans quelques instants. Tu te rends compte du chemin parcouru? Chaque album, c'est une nouvelle aventure, c'est des images du passé, et puis finalement, c'est l'avenir aussi qui s'écrit pour toi? C'est bien dit. Oui, bah, chaque album est censé amener quelque chose de plus. Et ce qui est particulier, c'est qu'on sait que les personnages de bande dessinée ne sont pas censés vieillir. Mais fatalement, ils le font quand même un peu, parce qu'ils ne peuvent pas revivre ce qu'ils ont déjà vécu. Donc le temps passe. Je dirais que Titeuf, en 14 albums, il a peut-être vieilli de 3 ans, ce qui est une moyenne assez cool quand même. On devrait tous être comme ça. C'est plutôt pas mal. Justement, tu n'as jamais regretté, entre guillemets, de l'avoir créé aussi jeune? Parce que ça peut te bloquer, ça peut... et en même temps, bon, ça t'a apporté ce public extraordinaire. Non, c'était vraiment, au départ, la volonté, c'était de parler du lien à l'enfance. Et je ne pensais pas du tout que Titeuf serait lu par des enfants, d'ailleurs. La série a commencé à avoir du succès auprès d'un public plus adulte, qui était un public de lecteurs de bande dessinée. Et petit à petit, les enfants sont arrivés. Je me suis retrouvé avec ce public d'enfants. Mais encore aujourd'hui, il y a déjà le public d'enfants du début de Titeuf. Aujourd'hui, ils sont des parents. Et il y a tout un public adulte, un public ado, un public de très jeunes enfants. Donc c'est assez amusant ce mélange. Je ne saurais pas dire. Je pense que chacun y trouve des choses différentes. C'est un continent, l'enfance. En fait, il s'y passe tellement de choses que... c'est un continent en plus duquel on est expulsé au moment de l'adolescence. Donc c'est intéressant d'y retourner et de retrouver justement tout ce qui va constituer la personne qu'on devient plus tard. Et c'est à la fois jubilatoire et amusant parce qu'on a une image de l'enfance souvent qui est assez faussée en tant qu'adulte. On ne retient que ce qu'on nous raconte. Et en fait, quand j'ai commencé le projet de Titeuf, je l'ai fait aussi un peu en réaction à la bande dessinée jeunesse et à la littérature jeunesse. Je trouvais qu'il y avait une image très... innocente et édulcorée de l'enfance, qui est souvent beaucoup plus cruelle, beaucoup plus... Un peu gnangnan, quoi. Ouais, un peu gnangnan, ouais, un peu... Ouais. Voilà, les enfants sont juste des êtres innocents et purs, et alors, ils sont tous sauf purs. Mais tu continues, toi, à puiser justement dans ta propre enfance, ou est-ce que, bon, au bout de 14 albums, tu vas puiser ailleurs pour être plus en adéquation avec cette jeunesse d'aujourd'hui, justement? Forcément, il y a des choses qui sont puisées dans ma propre enfance, parce que je ne peux pas prétendre être un enfant d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas un album autobiographique qui raconte mes souvenirs d'une enfance dans les années 70 ou 80. Mais c'est ce qui fait pour moi la continuité de l'enfance, c'est-à-dire l'urgence de grandir, la difficulté de comprendre le monde des adultes, une certaine anxiété vis-à-vis de la puberté, de toutes ces choses qui vont arriver. Plus que effectivement les réseaux sociaux, les portables, les jeux actuels, tout ça pour moi c'est de l'accessoire, je le mets mais je le mets en décor. Ça vieillit très très vite, donc ça m'intéresse moins de construire des histoires là autour. Alors, on le disait, un nouveau Titeuf, c'est un événement énorme pour la bande dessinée, on va en parler après. Et il y a d'autres grands noms de la bande dessinée qui ont une rentrée, ou en tout cas une actualité importante, notamment Milo Manara, qu'on ne présente plus, voilà, l'empereur italien de la bande dessinée. Et il s'est penché sur son idole à lui, qui est le peintre Caravage. On est allé à sa rencontre. Drop it. C'est un peintre que j'ai toujours admiré, je suis fanatique de Caravage bien sûr. Peut-être qu'après d'avoir dessiné les Borgia, je me suis un peu rapproché à l'époque. Le Borgia, c'est un siècle avant de Caravage. C'est une sorte de prolongement, comme on dit, dans une époque comme ça. Et donc, j'ai pris l'occasion de raconter une histoire que j'ai toujours rêvé de raconter, enfin.
Ça qui m'a convaincu à dessiner l'histoire, c'était bien sûr les peintres, mais aussi la vie qu'il a conduite. C'était une vie de bande dessinée, quoi. C'est une vie vraiment de l'aventurier. Il a été emprisonné, il a échappé de la prison, il a fait des choses qui, un personnage de bande dessinée, il aurait du mal à faire. Donc c'était quelqu'un qui est très fascinant. Je rêvais de les connaître personnellement, mais d'être de la côté de ses amis, pas de l'autre côté. Il y a eu quelqu'un qui m'a défini les papes de l'érotisme. Je ne sais pas si je suis hérétique, je suis érotique plutôt. Je suis religieuse, mais d'une autre religion. Voilà. Pour moi, encore, dessiner, c'est la même passion. Il y a déjà 50 ans que je ne fais rien d'autre que dessiner. Mais l'expérience pousse plutôt à faire de mieux plutôt qu'à faire moins. Donc, moi, je suis encore habité dans la même passion, dans la même folie. De continuer à mettre en scène des fantasmes, des choses comme ça. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans le dessin, sans la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a les plus riches du monde qui m'offrent moitié de sa richesse, ou toute sa richesse, mais me demandent de renoncer à dessiner, je dirais non. Voilà. Non. C'est ma vie, le dessin, c'est ma vie. Bon Zep, on est de retour ici à Paris. On l'a vu, alors Milo Manara, il a comme exemple Caravage. Est-ce que toi, tu as eu, j'allais dire, des figures qui t'ont inspiré, soit dans la bande dessinée, soit dans la peinture, qui peuvent expliquer ton personnage, ton graphisme, ta façon de créer? Dans la bande dessinée, ouais, beaucoup. D'abord dans la bande dessinée, après dans la photo, dans la peinture, dans le cinéma, toutes sortes de... Quand on aime dessiner, je pense que c'est un peu comme tous les auteurs de BD, on adore l'image et on est passionné par ça. Mais moi, les premiers auteurs qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier sont Franquin, Maurice. Et après, l'énorme influence, c'est Gottlieb. Gottlieb, ouais. Qu'est-ce que tu as chez Gottlieb qui peut te plaire? C'est la rondeur, le dynamisme des personnages, c'est ça qui a pu t'inspirer, la pertinence aussi. Puis Gottlieb, il osait tout. Le ton, le fait qu'il mélangeait aussi, il est extrêmement drôle, mais en même temps, il y avait des pages qui pouvaient être très sensibles, très mélancoliques. Et le fait d'avoir ce format rubrique à braque qui permettait d'avoir tout à coup des pages de gags complètement potaches, des choses plus visuelles, des pages avec énormément de texte. Enfin, j'ai l'impression que quand on lit ces albums, on a une impression de plaisir, quoi, qui s'amuse lui aussi. Et c'est vrai que la bande dessinée peut être un métier extrêmement répétitif parce qu'on dessine des centaines de fois, voire des milliers de fois son personnage. Donc on a intérêt à bien l'aimer. Sinon, sinon, ça peut être un peu déprimant. Donc il faut trouver toujours des choses qui viennent secouer un petit peu le petit monde qu'on a mis en place pour que graphiquement, narrativement, et ça continue à être amusant. Je pense que pour les lecteurs, c'est clair que si l'auteur s'est amusé à faire un album, il y a plus de chances que ce soit amusant. Si déjà nous, on s'est emmerdé à le faire, il y a peu de chances qu'on communique quelque chose d'agréable. Mais est-ce que tu te rends compte, parce que tu es quand même numéro 1 maintenant, bon, sauf quand Astérix sort, d'ailleurs ça va être le cas quelques semaines après toi, mais tu es le numéro 1 depuis des années. Tu en as vendu des millions d'albums et pas en plus que de Titeuf, toutes tes créations. Donc maintenant, tu es dans les bibliothèques, on te passe de génération en génération les albums. Finalement, tu es à la hauteur de tes idoles. Ça, tu te rends compte que tu deviens toi aussi un idole? Ouais, je suis devenu un classique, voilà. C'est à la fois génial et un peu flippant parce que tout à coup on est dans quelque chose d'un peu institutionnel. Les gens disent, oh, ben voilà, c'est un album de plus. Au départ, quand les albums étaient interdits, quand ça faisait débat et tout, il y avait quelque chose d'assez excitant avec ça. Mais après,
au niveau des idoles, moi j'ai des idoles qui vendent beaucoup moins que moi. Et c'est pas une question de tirage. Moi je crois que c'est Uderzo, je crois, qui disait quand le succès vous tombe dessus, il faut être reconnaissant et la fermer. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop pourquoi il y a une grosse part de hasard qui fait que tout à coup le public aime un personnage, aime un trait et pas un autre. Pourquoi, on ne sait pas, mais moi je suis très heureux que, que ça me tombe dessus. Mais franchement, je ne saurais pas trop l'expliquer. On va se quitter quelques instants. On va aller en Belgique et en Bretagne à la découverte de Jean Dufaux, Olivier Boiscommun. Ils font une nouvelle série, Meute, aux éditions Glénat. Et puis après, on va parler de l'adolescence ou pas de Titeuf. A tout de suite. All set? Let's go. De Bruxelles à la Bretagne, de Jean Dufaux à Olivier Boiscommun, il n'y a qu'un chemin qui réunit ces deux créateurs de la bande dessinée, c'est la passion. Jean, Olivier, deux loups-garous de la bande dessinée toujours assoiffés d'écriture, de dessin et de rencontres. La première chose, c'est la rencontre avec le dessinateur. Et là, il y a une rencontre heureuse à trois personnes, à trois têtes, si je puis dire. C'est donc Olivier et notre ami Philippe Horry, directeur éditorial chez Glénat. Nous avons discuté des grands mythes et il se fait que j'ai toujours été passionné par les mythes de la différence. La différence, ce sont les vampires, ce sont les loups-garous, ce sont des minorités qui doivent se battre pour rester, pour perpétuer des rites et des usages qui ne sont pas ceux de la majorité. Et c'est ça qui me passionne chez les loups-garous. Ce qui me plaît aussi dans le travail de Jean, c'est qu'il a une approche très particulière du fantastique et où il l'inscrit vraiment dans une réalité et dans un univers réaliste. Donc du coup, le fantastique arrive progressivement dans l'histoire et voilà, je trouvais que c'était une forme intéressante de l'aborder. Dès les prémices du projet, Jean Dufaux avait en tête de situer l'action de cette nouvelle série dans un Paris contemporain. Paris parce que effectivement, je voulais cette touche personnelle et originale sur les loups-garous, à savoir la parité avec le régime ancien des royalistes. Voilà, c'est donc en fait un régime passé qui subsiste, comme il subsiste d'ailleurs à Paris, des cercles royalistes, et qui tout doucement se rendent compte qu'il y a une passation de pouvoir. C'est ça qui est très important, c'est une minorité qui va se déchirer. Et nous prenons cette minorité au moment où effectivement les complots, les jeux politiques, les jeux de clans, les jeux de famille vont se déchaîner et vont donner naissance à un nouveau régime. Voilà, c'était l'angle de vue qui me semblait intéressant pour attaquer les loups-garous. Et alors la grande et belle surprise, c'est le style graphique et c'est la richesse qu'a donné Olivier à cet univers et à ce projet. Alors, je suis breton, mais je suis très attaché à Paris. Je l'ai beaucoup dessiné d'ailleurs, cette ville. Et oui, il y a eu beaucoup de repérages avec Jean d'ailleurs. On s'est déplacé dans beaucoup des endroits qui sont représentés dans les albums. Ça se passe intégralement à Paris ou dans sa région proche, puisqu'il y a quelques scènes de chasse qui ne peuvent être qu'à l'extérieur. Et la ville de Paris est un vrai personnage dans l'histoire, parce qu'elle est très présente toujours, et de manière très variée, puisqu'il s'est amusé à faire une vraie visite de la ville. J'ai d'ailleurs découvert plusieurs endroits que je ne connaissais pas, alors que je l'ai quand même pas mal pratiqué. Et donc du coup, voilà, il y a beaucoup d'endroits extrêmement différents qui sont présentés dans ces albums au cours de cette histoire. Outre les loups-garous et Paris, l'intérêt de cette série repose sur la place d'une jeune fille dans cette société d'hommes. Il y a le traitement de la jeune fille, très important dans Meute, parce que quelque part, c'est aussi une communauté basée sur l'homme. Les loups-garous se perpétuent, c'est la force virile, animale, bestiale, c'est par le sang de l'homme. Les femmes ont un rôle secondaire. Et il se fait que là, pour la première fois, une toute jeune fille, dans son adolescence, où tout bouge finalement, où le sang bouge, où les sentiments bougent, où les émotions bougent, va prendre sa place sur cet échiquier, et une place qui ne lui était pas du tout attribuée, car elle n'existait pas, tout simplement. Et le problème d'une jeune fille qui doit affronter le pouvoir qui ne lui est pas destiné, qui va devoir brûler les étapes de sa vie de jeune femme, c'était une chose qui nous intéressait beaucoup aussi, Olivier et moi. Bon
Bon Zep, bienvenue en adolescence. Oui. Il était temps. Merci. Ah non, c'est plus moi. Là. Plus toi, tu es sorti d'adolescence il y a quelques temps. Ouais. Il était temps alors pour notre petit Titeuf de goûter à l'adolescence. Ouais, je crois que c'est un thème important. Je me suis rendu compte en commençant à travailler sur cet album que j'avais prévu de faire un album de gags. Et j'ai noté beaucoup de choses autour de la puberté, ce qui est un thème récurrent chez Titeuf, déjà dans le guide du zizi sexuel. Il se pose beaucoup de questions par rapport à son devenir adolescent. Mais là, je trouvais que c'était pas mal de faire un album qui avait un format d'une espèce de quête plus homérique carrément, où on va vers l'adolescence. Alors il va vers l'adolescence. Il n'arrive pas jusqu'au stade de la couverture où il est vraiment un grand ado, mais c'est vrai que ça a ce truc effrayant, l'adolescence. C'est que on regarde les classes de cet âge-là, entre 12 et 14 ans, tous les garçons sont petits, tout à coup il y en a un qui dépasse de 3 têtes, et après il y en a 2, et il y a un moment ils sont tous très grands, il y en a un qui est plus petit. Enfin, donc celui qui est le premier ou le dernier, c'est toujours très dur. Les autres, bon, ma foi, on fait avec. Mais c'est un moment où on change d'identité, vraiment. Sans qu'il y ait de rites, de passage, comme dans d'autres cultures ou d'anciennes cultures ici. Donc tout à coup, on change de voix, on change de gueule, on change de corpulence, on a des poils partout, on a des boutons, on a une autre énergie, hein, c'est plus un petit peu plus mou comme ça. En Suisse, on se rend moins compte du passage, mais c'est constant toute la vie en Suisse. Voilà, mais en France, c'est brutal. Donc, je trouve pas que soit très rassurant. Et effectivement, quand on a l'âge de Titeuf et qu'on lui dit tu vas voir, ça s'appelle l'âge ingrat, l'âge bête. Enfin, en plus, il n'y a rien qui donne le marketing autour de l'adolescence, il n'est pas top. Très sympa. Et donc lui, qui est déjà de nature assez flippé, forcément, il est extrêmement flippé. Mais comme d'habitude, il va être poussé à faire quelque chose à cause des filles. C'est les filles qui vont lui demander de grandir. Lui demande ça parce qu'elles attendent de lui plus de maturité, mais lui forcément il comprend, grandir c'est devient ado. Alors comme il ne devient pas ado, il va se mettre à observer énormément les ados et à voir tout ce qui fait l'adolescence et essayer de se l'appliquer à lui-même. Donc d'avoir des boutons, de la moustache, changer de voix, essayer de grandir, essayer d'ingérer de la testostérone, voilà. Donc il va multiplier les choses comme ça pour arriver à la fin de l'album vraiment au seuil de l'adolescence puisqu'il commence à avoir des boutons. Bon, en tout cas, dans cette histoire, et tu l'évoquais, Titeuf a un vrai lien avec les jeunes filles. Hein. Il en est à la fois très proche et très lointain parce qu'il ne sait pas vraiment comment faire. Non, mais pour la première fois de sa vie, elle s'intéresse à lui. Et oui, ça c'est quand même un grand changement. Elles vont même presque se battre pour lui. Carrément, elles se battent pour lui. Elles le mettent à mal. À mal, c'est ça. À la fois, mais comme toujours dans ce genre d'histoire, il y a de la sincérité parce que Ramatou, elle est sincèrement intéressée par Titeuf. On ne sait pas trop ce qu'elle lui trouve, mais cela dit, on ne sait jamais trop ce que les filles nous trouvent. Il ne faut pas se poser de questions, c'est le charme. Donc voilà, il exerce un charme sur Ramatou. Et Nadia, qui ne s'est pas intéressée à lui pendant 13 albums, tout à coup, le fait qu'une autre fille ait capté Titeuf et que Titeuf ne s'intéresse plus à elle, alors là, ça ne va pas, quoi. Donc elle va revenir à la charge et essayer de récupérer l'affaire. Mais effectivement, Titeuf se trouve avec 2 amoureuses alors qu'il n'en avait pas. Et en plus, une troisième va surgir du passé. La vie est belle quand même. Hein. La vie est belle, mais à son âge, où l'amour c'est un concept, mais quand ça devient vrai, c'est un peu dégueulasse. C'est entre le paradis et l'apocalypse. Bon, on va se rendre une nouvelle fois en Belgique. Très beau pays pour la bande dessinée. Avec monsieur Xavier et madame Sergeev, couple à la vie, à la ville, et couple, voilà, ils vont travailler ensemble sur une bande dessinée hiver 1709. Ils vont vous raconter ce pitch qui a réellement existé cet hiver catastrophique en France. C'est parti. Tu te souviens de cette case-là là Je me disais, ça marche pas en fait. Non. Il y a toute cette partie-là qui m'embête. C'est trop statique. Ouais, il faut dramatiser là le mouvement de la femme. Tu veux que je les rapproche par rapport à la caméra ou pas? Oui, un petit peu. Et alors, elle doit plus être en mouvement, en détresse. C'est la situation difficile. Il faut dramatiser, elle, son jeu. Nathalie Sergeev, Philippe Xavier, ce couple à la ville s'est réuni pour la première fois autour d'une bande dessinée. Hiver 1709, aux éditions Glénat.
Ce projet est né lors d'une visite à Versailles, il y a 2 ans. Et là, lors de cette visite, la dame qui nous racontait un peu tous ces événements autour de Versailles, les années, etc., nous a brièvement décrit un petit passage qui se passait pendant l'hiver, le grand hiver de 1709. Et là, elle a utilisé des mots très justes qui m'ont interpellé graphiquement, où elle parlait le froid, le manque de céréales en France, en Europe, ce qui occasionnait des famines, cannibalisme, une violence, la misère, le dégel, les épidémies, tout ça, c'était terrible. Et je me suis dit, mais tiens, on ne nous a pas appris ça à l'école. Quand il m'a parlé, lui, de la façon dont il voyait cette aventure à travers la campagne française glacée, rude, et c'est aussi une période où il y a encore quand même des superstitions dans les villages, etc. J'ai tout de suite visualisé ce dont il parlait. Donc je dis, bah oui, super intéressant en plus de se plonger, puisque chaque fois l'écriture quand même c'est la partie amusante, c'est de se plonger dans un univers, une époque, un sujet, un thème. Cette ambiance hivernale est un véritable pari graphique pour Philippe Xavier, qui a dû donner vie à cette saison qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant avec ses pinceaux. C'est un travail, c'est une remise en question. C'est pas du stress, mais tu te dis comment je vais faire. C'est pas dans le dessin même. Le crayonné reste personnel, c'est le tien, tu le dessines toujours un peu de la même manière. Mais ce qui, à la fin, une fois que tu ancres ta planche, là, il y a tout un travail qui se met en route. C'est un peu inconscient. Il faut vraiment que tu te donnes à fond. Tu es dans la planche, tu es en hiver, il fait froid. Et ton ancrage, je pense, évolue en fonction de ça. Hiver 1709, c'est aussi l'histoire d'un couple, celle de Nathalie et Philippe, une façon plus ou moins différente de créer de la bande dessinée. J'aime cette manière de travailler. J'aime avoir la chance de pouvoir partager très vite avec mon scénariste afin d'évoluer, de changer les choses si c'est possible. Donc c'est une nouvelle aventure. Et la faire ici à la maison, c'est quand même quelque chose d'hyper motivant et d'enrichissant aussi. Parce que voilà, il y a l'aspect professionnel, il y a l'aspect sentimental. Il faut savoir bien gérer les deux. Et quand ça marche, c'est vraiment génial. C'est différent forcément, puisque c'est un autre mode de fonctionnement, c'est une autre méthode de travail, de la proximité. Maintenant, c'est jubilatoire, mais on se dit pas « Waouh, ça c'est un moment de complicité intense dans notre couple. » Non, on n'est pas là-dedans en fait. On se met tous les deux au service du récit, de l'histoire, d'en dégager tout le potentiel et voilà. Bon, Zep, on va clôturer cette émission. Voilà, les téléspectateurs ont découvert en tout cas des infos sur ce nouveau Titeuf. Tu travailles déjà sur le prochain ou sur d'autres projets? Parce que je sais que tu as de nombreux projets maintenant en dehors de Titeuf. Alors pas sur le prochain Titeuf. Franchement, je suis incapable de savoir ce que je vais faire après. Mais c'est toujours le cas. Quand je termine un Titeuf, j'ai pas d'idée sur l'avenir. Et souvent, l'album se termine sur une situation qui ouvre pas forcément, donc je sais pas trop, mais je délègue le problème au Zep du futur qui se démerdera avec ça. Actuellement, je suis en train de terminer la version livre du blog que je fais sur lemonde.fr. Donc depuis octobre l'année dernière, j'ai commencé un blog où j'essaye d'alimenter 1 ou 2 pages par semaine. Et donc c'est mon propre personnage là qui zappe entre plein de sujets, des sujets d'actu et des choses beaucoup plus nombrilisques. Et donc cet album sort en octobre, je suis en train de le terminer ces jours. En novembre, on sort un album érotique avec Vince, un album dont j'ai écrit l'histoire et Vince a fait le dessin qui est magnifique. Je vous conseille Vince, je les connais bien, de Stan et Vince. De Stan et Vince, voilà, et Vince, donc dessinateur extraordinaire. Ensemble, on travaillait sur les Chrono Kids et Vince dessine depuis des années des magnifiques petits dessins de pin-up qui accompagnent chacun de ses mails. Chaque fois qu'on reçoit un mail de Vince, on a un petit dessin. Et je disais, mais qu'est-ce que tu fais de tous ces dessins? Il faut faire quelque chose. Ouais. Et mon
éditeur m'a dit mais tu devrais lui écrire une histoire. Donc je lui ai écrit une histoire érotique qui s'appelle Esmera, qui raconte le destin d'une femme qui va des années 60 à aujourd'hui, donc qui traverse la libération sexuelle, une radicalisation beaucoup plus dure aujourd'hui, enfin un rapport au plaisir sur plusieurs décennies. Moins de 16 ans? Non, non, c'est explicite, ce sera adulte. Là, ah, moins de 18? Ce sera 18 ans. Ouais. Et voilà, et un prochain album réaliste sur lequel je suis en train de travailler dans le style de ce que j'avais fait qui s'appelait Une histoire d'homme chez Rue de Sèvres, donc un nouvel album qui sortira au printemps. La vie est belle. La vie est belle et chargée, mais j'adore ça. Finalement, ton petit Titeuf, il t'a ouvert plein de portes extraordinaires. Exactement, ouais, c'est clair. Ce qui a changé ma vie, le succès, quand on me demande qu'est-ce qui a changé le succès, c'est que avant, je faisais un livre et j'attendais à côté de mon téléphone pendant des mois que tous les dossiers que j'avais envoyés à gauche à droite, que quelqu'un me rappelle pour le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est affreux en fait quand on aime faire de la bande dessinée. Et aujourd'hui, voilà, ça a changé. Si je fais un livre, je sais que je vais pouvoir le publier et ça, c'est le bonheur. Je vois que tes expositions aussi continuent de tourner et continuent de choquer, ça c'est génial. Ça c'est génial. Ah, c'est le bonheur ça. Mais ça prouve qu'elles ont une raison d'être. Ouais. Ça prouve qu'il y a encore des choses à changer dans nos mentalités. On est une société qui bouge toujours et c'est vrai qu'on fait des fois des choses transgressives qui ont lieu d'être et 10 ans après on se dit bon ça c'est gagné. Et parfois, c'est toujours pas gagné. Et je crois qu'effectivement, parler des choses, parler de la puberté, parler de la sexualité, pas pour en faire un sujet pornographique, mais pour en faire un sujet qui arrête d'être anxiogène. On sait qu'il y a énormément d'enfants qui commencent leur sexualité de manière assez tragique, parce que c'est tabou, parce qu'ils en ont peur, parce qu'on leur a pas expliqué, parce qu'ils n'osent pas demander. Donc voilà, il y a une urgence ce livre qui existe depuis maintenant 15 ans, le Guide du sexuel, je crois qu'il a prouvé qu'il y avait une raison d'être. Zep, merci beaucoup. Merci à toi. 1000 bonnes choses pour cet album et tout le reste. Et puis nous, on va clôturer cette émission. C'est devenu une tradition, vous le savez, avec la rubrique Beaux livres, avec des thématiques très différentes. C'est parti. Nous débutons cette chronique dans l'univers fantasmagorique de l'auteur mexicain Tony Sandoval. Une nouvelle fois, ce dernier nous transporte sur ces chemins de traverse où la réalité côtoie avec force les rêves et les cauchemars. C'est le destin d'une jeune fille que nous allons explorer. Elle va découvrir un monde parallèle riche de 1000 créatures. Va-t-elle s'y perdre? Que va-t-elle y trouver? Une histoire forte, au graphisme souvent bouleversant. C'est aux éditions Paquet. Dante, aux éditions Casterman, est un bijou de drôlerie signé de l'auteur Michael Mayer qui revisite le chef-d'œuvre de Dante, la Divine Comédie. Affublé d'un chacal rouge peint sans rire, un hipster va traverser les 9 cercles de l'enfer. Cet ouvrage est un condensé d'aventures à la sauce tragique-comique. L'auteur insère dans son ouvrage de nombreuses personnalités et références de notre quotidien. Il réussit l'exploit de nous faire rire avec la Divine Comédie. Si vous connaissez le texte original de Dante, c'est un exploit majeur. C'est la fin de votre émission Culture T intitulée Un monde de bulles. Merci de nous avoir suivis. Toutes les infos sur l'émission, les artistes qu'on a la chance de rencontrer, c'est sur Facebook, Twitter avec mon profil et celui de Public Sénat. Je vous retrouve aussi le jeudi dans Métro News, le vendredi dans Télé Loisirs. Et pour terminer cette émission, je me permettrai de citer Charles Baudelaire. Seule l'histoire n'a pas de fin. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures.